Alors, qu'est-ce que j'appelle une lecture critique de Clausewitz? C'est m'appuyer sur l'interprétation que fait Clausewitz des guerres de la Révolution et de l'Empire. Parce que ça, c'est un phénomène dont on ne tient pas souvent compte. C'est que lorsque Clausewitz parle de la guerre, il a en tête un référent très précis, les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et c'est à partir de ce modèle-là qu'il a élaboré une théorie de la guerre. Et bien souvent, on utilise Clausewitz comme une référence absolue pour penser la guerre, sans tenir compte du fait que son référent, ce sont les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et donc, je suis en train de travailler à une relecture de Clausewitz à la lumière des guerres de la Révolution et de l'Empire comme phénomène historique. Parce qu'il ne faut pas oublier que Clausewitz postule un certain nombre de choses sur ces guerres qui sont problématiques sur le plan historique et qui ont parfois donné naissance, je dirais, à des lieux communs. Notamment, un des pires lieux communs, c'est à partir de la notion clausewitzienne de guerre absolue. Alors, ce que Clausewitz appelle la guerre absolue, c'est l'absolu de la guerre, c'est-à-dire la guerre dans sa perfection absolue, la guerre qui n'est pas entravée par ce que Clausewitz appelle des frictions et qui se développe dans sa logique idéale. Et selon lui, les guerres napoléoniennes correspondent historiquement au moment où la guerre réelle a correspondu le plus à la guerre absolue, c'est-à-dire où la guerre réelle a correspondu à la guerre idéale. Et d'ailleurs, il a un chapitre qui s'appelle « Guerre réelle et guerre absolue ». Alors, justement, mon entreprise consiste à partir de la guerre réelle, parce que, alors, je le dis avec un peu de présomption, mais l'historien qui fait l'histoire d'une guerre passée est mieux placé que l'acteur de ces guerres pour l'étudier. Pourquoi? Eh bien parce que l'historien a accès à des archives et à des documentations que l'acteur de la guerre ne connaît pas. Par exemple, quand Clausewitz fait l'histoire des guerres de la Révolution et de l'Empire, eh bien, il s'appuie sur des ressources archivistiques qui sont très limitées. La correspondance de Napoléon, pour l'essentiel, voire les bulletins de la Grande Armée, mais il n'a pas accès aux archives administratives, etc., sauf, par exemple, quand il étudie les campagnes de Bonaparte en Italie, en 96 et en 99, enfin 96, 97, 99, 1800, là, il a accès à certaines archives autrichiennes. Mais les archives françaises, non. Et donc, il y a moyen de revisiter, me semble-t-il, un certain nombre d'idées reçues, de mythologies, parce que finalement, on a fini par interpréter les guerres de la Révolution et de l'Empire à la lumière de la lecture clausewitzienne. Et je crois que cette lecture comporte de nombreux biais. En particulier, dans cette façon qu'a Clausewitz de considérer ces guerres justement comme des guerres absolues, qui suivent une logique de, en quelque sorte, on dirait aujourd'hui, c'est une expression qu'il n'emploie pas, mais qui est très à la mode aujourd'hui, de radicalisation. Radicalisation des buts de guerre, radicalisation des buts politiques, mais aussi des formes. Or, eh bien, en étudiant ces guerres, eh bien, comme un historien, en croisant les sources, etc., eh bien, on s'aperçoit que je parle d'un seul critère qui, selon moi, est très évocateur. Quand on étudie ces guerres du point de vue, par exemple, des pertes dans les batailles, eh bien, ça peut paraître surprenant, mais c'est la vérité des chiffres. Les batailles de la période révolutionnaire sont les batailles les moins sanglantes de l'histoire de la guerre, avec des taux de pertes morts et blessés inférieurs à 6%. Vous avez des grandes batailles comme Fleurus, Valmy, Jemmapes, qui sont des batailles avec des taux de perte, mais quasiment insignifiants. Je prends l'exemple de Fleurus, 1794. Les Autrichiens perdent cette bataille, et certains disent même qu'ils perdent la guerre,
Eh bien, les Autrichiens perdent cette bataille avec un taux de perte de 2% de morts et de blessés. C'est totalement insignifiant. Ça veut donc dire que bien, les enjeux sont ailleurs que dans la bataille, et donc ça amène à réviser totalement l'histoire militaire de la Révolution et de l'Empire. Et donc, voilà, ce que je vais proposer, voilà, c'est une lecture critique, mais critique, mon but n'est pas faire du Clausewitz bashing, parce que Clausewitz est le meilleur critique de lui-même. D'abord parce qu'il a une pensée paradoxale, souvent. Déjà, dans le fait d'opposer guerre absolue et guerre réelle, c'est une opposition qui l'amène parfois à être confronté à des paradoxes. Alors qu'il n'esquive pas, qu'il reconnaît. Et ce à quoi je vais surtout m'attaquer, justement, c'est à la sacralisation de Clausewitz. Une sacralisation qui amène à ignorer tous les paradoxes qu'il soulève. Et finalement, je dirais qu'en critiquant Clausewitz, c'est la meilleure façon d'être fidèle à la pensée de Clausewitz. Donc voilà le deuxième chantier sur lequel je suis.